Bonjour mes chers amis et bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 21 mars 2023 et la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au nouveau mois solilunaire qui vient de commencer avec la conjonction entre le soleil et la lune dans le 6e degré du signe des poissons sidérales. Donc cette conjonction a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 et le véritable début du mois lunaire va se produire le 23 le soir avec l'apparition du premier croissant lunaire. Alors pour ceux qui sont habitués de la chaîne, vous savez pourquoi je fais les prévisions de cette manière-là. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à voir une des vidéos précédentes pour les explications. Maintenant, ce mois-ci est très particulier puisque vous le savez probablement tous, cette nuit a eu lieu l'équinoxe du printemps. Pour l'Europe, voilà, ça tombait aux alentours de 11h minuit selon les pays et les fuseaux horaires. Et donc il est très rare qu'à ce moment-là se produise également une nouvelle lune. Vous voyez, la nouvelle lune pourrait tomber avant ou après ce moment de l'équinoxe. Cette année, ça coïncide, donc nous avons un équinoxe vraiment très puissant qui démarre. C'est un mois lunaire très puissant qui démarre et c'est également une année énergétique entière qui démarre. Je vous rappelle aussi que comme je l'ai fait aussi les années précédentes, ce moment-là de l'année pour les antiques, les astrologues antiques et surtout à Babylone, était vraiment vénéré comme le premier mois de l'année. Pourquoi? Parce qu'il prenait le premier croissant lunaire, l'apparition du premier croissant lunaire qui se produisait après l'équinoxe. Pour eux, c'était vraiment le moment du début de l'année énergétique et c'était une période de fête avec beaucoup de différents rituels qui étaient faits, etc. par les prêtres et puis des festivités pour les gens ordinaires. Donc vraiment, c'est un moment fort où les forces de la lumière gagnent sur les forces des ténèbres et la nature se réveille, la saison agricole démarre, etc. etc. Cette première journée du mois solilunaire qui correspond au premier croissant lunaire, c'est-à-dire au 23 mars pour nous cette année, était appelé premier Nissan. Donc je vous souhaite un joyeux premier Nissan si on prend l'expression des Babyloniens, et je vous souhaite bien évidemment une excellente année. Alors maintenant, que présage cette année? C'est encore plus important. Cette année est vraiment spéciale et il y a plusieurs événements astrologiques et astronomiques qui coïncident au même moment. Donc quelque chose de vraiment important se trame. Vous savez que le début d'un cycle révèle le cycle entier et je vais me concentrer aujourd'hui sur ce début de cycle pour essayer de voir ce que ça présage pour l'année. Je vais m'attarder un peu moins sur les différentes phases par lesquelles nous allons passer dans le mois, même si ces phases sont tout aussi importantes parce que
il y a des événements astrologiques majeurs qui vont se produire. Alors, j'aimerais aussi vous dire que pour des raisons personnelles, en ce moment, j'ai très peu de temps à consacrer pour l'astrologie. Et je me suis permise cette fois-ci de prendre comme trame de mon exposé les prévisions qu'avait déjà fait un de mes professeurs d'astrologie, Monsieur Philippe Philippov, qui a parlé de ce moment en grand détail il y a quelques jours. Et avec sa permission, je vais juste vous relayer ces prévisions à lui. Je vais vous mettre aussi le lien en description si vous voulez voir et écouter son exposé en anglais ou en bulgare pour ceux parmi vous qui parlent le bulgare. Donc, avec son aide, je vous raconte maintenant les présages très puissants qui se présentent à nous pendant ces quelques jours. Premièrement, je vous ai dit que une nouvelle lune qui coïncide avec l'équinoxe du printemps, c'est assez rare. La nouvelle lune, elle se produit dans le 6e degré des poissons en sidéral, alors que l'équinoxe, lui, il tombe dans le 5e degré. Donc, 1 degré près, nous sommes vraiment, et un jour près, nous sommes vraiment pile sur le point de l'équinoxe. C'est quelque chose de rarissime et à la fois d'ultra puissant. Donc, ce qui va suivre va avoir une influence immense sur l'année. Quelque chose qui va vraiment changer l'histoire de l'humanité, probablement d'une manière marquante et visible. Cette conjonction vient de se faire quelques jours seulement après l'entrée de Neptune dans le signe des Poissons, qui est le maître des poissons dans l'astrologie moderne, qui utilise les planètes transpersonnelles. Vous savez que c'est arrivé assez tard dans l'histoire de l'astrologie, mais je les utilise. Et le mois dernier, je vous ai parlé de cette entrée de Neptune dans le signe des Poissons. Vous pouvez voir la vidéo précédente pour plus de détails, puisque ce que j'ai raconté à ce moment-là sur la configuration de Neptune est encore valable aujourd'hui et va nous donner vous donner beaucoup de détails sur cette influence. Il faut savoir que dans le signe sidéral des Poissons en ce moment se trouvent Neptune, le Soleil, la Lune, Mercure et Jupiter. 5 planètes comme une brochette, comme ça, du début à la fin des Poissons. Donc, une très, très forte influence des Poissons. En soi, ceci pourrait être très bien, pourrait, comme d'habitude, nous inspirer des pensées de la compassion, des pensées d'unité, de spiritualité, etc. Tout ce qu'on connaît généralement de ce signe des Poissons qui peut être magnifique dans sa meilleure expression. Le problème ici, c'est que nous avons la planète Mars qui fait carré à toutes ces planètes. Et il fait carré d'une manière assez serrée, c'est-à-dire que le carré entre le Soleil et Mars est presque exact. Donc, c'est une influence puissante. Elle est d'autant plus puissante que Mars lui-même, il vient d'entrer dans le signe sidéral des Gémeaux, qui est également un signe puissant, puisque là dans ce signe se trouve actuellement le solstice d'été. Donc énergétiquement, c'est un signe également très puissant. Et au début de ce signe, on peut trouver par projection perpendiculaire l'emplacement d'une étoile fixe qui est l'étoile Bételgeuse. C'est une étoile qui fait partie de la constellation d'Orion, qui est rouge, de couleur rouge, et qui est réputée être de la nature de Mars.
Donc ce sont des énergies très très guerrières qui sont à l'œuvre dans cette partie du zodiaque. Et quand Mars se superpose dessus, cela décuple son action. Donc malheureusement, il y a une dynamique fortement guerrière qui est à l'œuvre. Ce n'est pas une surprise pour qui que ce soit, je pense. Et la combinaison entre beaucoup de planètes en poisson, qui est quand même le signe de l'unité, le signe de la mondialisation, de la globalité, etc. Et Mars aussi puissant dans les Gémeaux, présage en effet un conflit probablement à grande échelle. J'espère vraiment me tromper. J'espère vraiment que par nos actions, nous tous, l'humanité, pourrons atténuer ces influences et diminuer les influences négatives. Mais il faut faire un effort vraiment pour nous pacifier, puisque les énergies sont extrêmement inflammables, extrêmement. Donc, beaucoup de, comment dire, de manipulations sont également possibles, de mensonges qui sont également possibles. Vraiment, allez voir la vidéo précédente où j'expliquais ceci en détail. Au moment de la vidéo où il s'agit de la conjonction entre Neptune, Mercure, le Soleil, qui tous les trois font un carré à Mars. Voilà, donc il y a quelque chose de très difficile dans l'air, des actions brusques, des choses qui peuvent arriver par catastrophe, vous voyez, des choses qui peuvent se manifester à la manière imprévisible de Mars. Bon, c'est un bon début de la vidéo. J'avoue que ce mois-ci s'annonce d'une manière un peu problématique, un peu négative, mais n'ayez pas peur, je vous ai gardé les aides et les solutions astrologiques à la fin. Je ne vous laisserai pas dans la panique, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, il y aura la guerre, etc. Il y a, comme toujours, de l'aide disponible dans l'univers et des moyens d'agir qui peuvent aider à résoudre et à faire face à n'importe quelle situation. Donc ça, c'était le premier point sur les positions tout simplement de ces planètes. Maintenant, le 23 mars, comme je vous l'ai dit, commence premier Nissan, c'est-à-dire le premier croissant lunaire va se montrer à l'horizon ouest pour la première fois après sa conjonction avec le soleil. Donc la lune, on va la voir en tout fin comme ça, ou toute fine au-dessus de l'horizon ouest, quelques minutes après le coucher du soleil. Et ce qui est particulier cette année, c'est que la lune va se montrer de cette façon en conjonction exacte avec la planète Jupiter. Oh là là, c'est magnifique, vous allez probablement dire. Et oui, Jupiter, c'est le maître traditionnel des poissons. C'est son domicile nocturne. Et même si ce n'est pas sa meilleure expression, qui est dans le signe du Sagittaire, là, il est quand même puissant. Il donne beaucoup de compassion, beaucoup de sensibilité, une belle sensibilité, un beau sens du pardon, etc., qui sont toujours possibles avec ce Jupiter-là. Une sagesse, en fait, une forme de sagesse féminine, douce et de compassion. Le problème, c'est que quand la lune va se montrer dessus, le même jour exactement, en fait, elle va, en passant devant Jupiter, elle va l'occulter. Il va se produire en fait quelque chose comme une éclipse de Jupiter. Et c'est quelque chose que l'astrologie moderne ne traite pas, puisqu'elle ne traite pas
le, en fait, les astrologues modernes, nous avons oublié d'observer tout simplement le ciel. Et si on observait le ciel, on remarquerait ce genre de choses, que des fois, deux planètes sont en conjonction par degré, mais elles ne se couvrent pas l'une l'autre. Alors que là, elles passent pile l'une sur l'autre, et ceci a une signification qui est très puissante. Et comme les astrologues antiques, anciens, et à Babylone et en Mésopotamie et même du temps de Sumer, etc., observaient ces phénomènes-là et notaient ce qui se passait sur des tablettes d'argile, nous avons maintenant la chance d'avoir quelques traductions de ces tablettes écrites en écriture cunéiforme, qui ont été traduites par un autre de mes professeurs, M. Roumen Kolev, et qui a sorti de ces textes, qui datent de plusieurs milliers d'années en fait, comment dire, il relate l'histoire de ce qui s'est passé quand la Lune, par exemple, occultait Jupiter. Et je vais vous lire aujourd'hui quelques extraits traduits par M. Roumen Kolev en bulgare. Donc, je vais essayer de vous traduire, juste de vous transmettre l'idée de ce qui est traduit de ces livres, pour que vous puissiez profiter de ces présages, de ces présages qui nous viennent vraiment des profondeurs du temps. Donc, je vais ouvrir le livre. Alors, le livre, c'est celui-là. Pour ceux qui comprennent le bulgare, voilà, ils peuvent éventuellement trouver ce livre. Et à la page 100 de ce livre, nous pouvons lire la traduction de ces tablettes. Et plus précisément, il y a une portion qui parle de l'occultation de Jupiter par la Lune. Donc Jupiter, qui est le roi de la vertu, s'il disparaît de cette façon derrière la Lune à un moment important de l'année, et encore plus au premier Nissan, donc il s'agit vraiment d'un omen, ils appelaient ceci un omen, cette forme de présage. Donc si cette configuration astrologique arrive le jour du premier Nissan, le roi va mourir cette année. Un roi puissant va mourir cette année. Dans une autre tablette est écrit: il y aura de la famine dans un pays de l'Ouest. Le roi de l'Élam va tomber dans une bataille. Dans Soubartou, un haut dignitaire va se révolter contre son propre roi. Dans une autre tablette encore, les affaires dans le pays vont être en difficulté. Si Jupiter sort derrière la Lune, il y aura des activités guerrières et hostiles dans le pays. Et à la fin, le roi des vertus, Jupiter, qui se montre derrière la Lune, etc., présage encore de la famine dans un pays de l'Ouest. Le roi de l'Élam va mourir. Il y aura une insurrection contre son propre roi, puisque la Lune, vous savez, la Lune représente le peuple en fait. Et quand elle occulte Jupiter, en fait, c'est interprété comme une insurrection du peuple qui recouvre le roi, le fait disparaître.
C'est un peu révolutionnaire en fait. Avec nos mots à nous, c'est ce que ça signifie. Voilà, et puis le héros du lever, ça c'est encore Jupiter, va capturer des rois hostiles ou des rois adversaires du pays adverse. Alors, comment traduire ceci en langage moderne? C'est-à-dire, quand on parle du roi des lames, il faut savoir qu'à l'époque, quand ces présages ont été écrits, ils étaient écrits en Mésopotamie, et les lames, c'était l'actuel Iran, donc un pays qui se trouvait à l'est de la Mésopotamie, de Babylone, etc. Et donc, à l'époque, quand il n'y avait pas l'ordinateur et le calcul exact d'une éclipse, en fait, il donnait le présage de ce qui arrive à l'endroit par rapport à l'endroit où l'éclipse est observable. Vous voyez? Donc, de nos jours, nous devons agir un peu différemment, c'est-à-dire que nous devons déterminer à quel endroit Jupiter est invisible et dire qu'à l'est de cette aire géographique, le roi va mourir ou va être descendu par ses hauts dignitaires ou par son propre peuple. Et donc, Monsieur Philippe, il a calculé à quel endroit se produit exactement cette éclipse de Jupiter. Donc, ça forme un arc entre le Brésil, à peu près la Nouvelle-Zélande. Et donc, à l'est de cet arc-là, nous retrouvons l'Afrique et l'Europe. Donc, peut-être qu'un roi, nous pouvons traduire de cette façon que un roi ou un homme politique de grande envergure de ces zones géographiques-là va disparaître. Nous allons bien voir lequel. Alors maintenant, tout le monde va penser à Macron, d'autres vont penser à Poutine, d'autres vont, je ne sais plus de qui. Il faut bien observer ce qui se passe pendant ces quelques jours. Peut-être nous aurons les indications de la suite. Mais voyons qui sera ce roi qui va disparaître. Puis le texte dit qu'il y aura de la famine à l'ouest de l'éclipse. À l'ouest, bon, nous retrouvons maintenant l'Asie. Vous voyez, sauf que maintenant, au niveau des affaires et au niveau du business international et des banques, etc., vu que tout est vraiment mondialisé, globalisé, je pense que nous pouvons tout simplement conclure qu'il y aurait une crise financière majeure. Malheureusement, les étoiles confirment les craintes des économistes, etc., les faillites des bancaires qui se sont produits récemment aux États-Unis, en Suisse, Crédit Suisse, etc. Donc c'est une tendance qui va en fait être d'actualité toute l'année. Donc difficulté avec les affaires, il parle de faim, de famine. Bon, dans le monde moderne, peut-être nous pouvons un petit peu mettre un bémol et ne pas voir les choses d'une manière aussi catastrophique comme une famine, puisque quand même il y a de l'inertie dans l'économie et il y a quand même de la marge avant qu'on arrive à une famine. Mais bon, il y a, ça c'est valable pour l'Europe, les pays riches. Après les autres pays, l'Afrique, certains pays d'Asie, etc., peut-être vont avoir la vie très difficile pendant cette année. Donc ça, je suis désolée, mais ce sont les présages de l'Antiquité. Autre chose que j'ai à vous dire, c'est que, manque de bol, quelques jours après, le 20
28 ou le 26, juste une minute, je vais vérifier. Il y aura un autre événement astronomique et astrologique qui est très important, qui se superpose à ce que je viens de vous dire. Et il s'agit de la disparition de Jupiter dans le ciel à nouveau. Donc ceci arrive pour la France le 28 mars cette année. Alors ce jour-là, à peine quelques jours après l'occultation de Jupiter, le jour de premier Nissan, nous n'allons plus voir Jupiter dans le ciel. Il va se rapprocher, enfin c'est le Soleil qui se rapproche vers sa conjonction avec Jupiter, et du coup Jupiter, on ne peut plus le voir. Au bout d'un moment, il est trop proche du Soleil et sa luminosité n'est plus suffisante pour être aperçue. Donc ceci aussi, bon, ce phénomène-là arrive une fois par an, c'est régulier. Nous avons une conjonction entre le Soleil et Jupiter par an. Donc nous vivons ceci régulièrement, mais ça n'arrive pas dans le même signe, ça n'arrive pas toujours au même moment. Vous voyez, ça pourrait arriver n'importe quel moment de l'année. Là, ça arrive pile quelques jours après premier Nissan, et donc c'est valable pour l'année. Ça donne la couleur de l'année entière. Et donc une fois de plus, le ciel nous confirme que ce que représente Jupiter va disparaître. Et qu'est-ce que représente Jupiter? Jupiter, ce sont, oui, les personnes, c'était la noblesse autrefois, c'était les rois. Avec le Soleil, c'était parmi les planètes, Jupiter, c'était parmi les planètes qui pouvaient désigner un roi ou un ministre ou des hauts fonctionnaires, etc. Des personnes qui ont le pouvoir. Mais également, Jupiter, c'est le grand bénéfique qui représente la richesse, la prospérité, l'abondance, la justice également. Et le fait que Jupiter disparaisse dans son propre signe qu'il gouverne, le premier Nissan, après une occultation avec la Lune, vous voyez, ça fait vraiment beaucoup. Quelque chose d'important va arriver avec ce fameux roi. Et pourquoi pas avec plusieurs rois, en fait. Plusieurs personnes au pouvoir pourraient peut-être disparaître. Il y a plusieurs manières de disparaître. Ils seront démis de leurs fonctions, ou ils vont décéder, ou il va arriver autre chose, ou ils seront en prison, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose comme ça se trame. Et maintenant, j'arrive quand même à la lueur d'espoir que j'aimerais vous donner. Moi aussi, j'en ai besoin, comme vous. Chercher quand même par où le cosmos et l'univers nous montrent la porte de sortie. Et bien, figurez-vous que ce jour-là, le même jour, le 28, le jour où Jupiter disparaît, Mercure apparaît au même degré du signe sidéral des Poissons. Ça, c'est quelque chose d'inouï comme coïncidence dans le ciel. Si vous observez le ciel réellement, si vous prenez l'habitude de regarder et d'observer, de vous rendre compte qu'une planète n'est plus là, mais une autre l'a remplacée ce jour-là, le même jour, mais c'est immense, dans le même degré. Et donc, Mercure, c'est le dieu Hermès. Mercure va se montrer en tant qu'étoile du soir. Vous voyez, il sera observable après le coucher du soleil, à l'horizon ouest, quelque temps après le coucher du soleil, quelques minutes. Et sous cette forme-là, quand il apparaît de cette façon-là, il représente le dieu Hermès, contrairement à quand il est étoile du matin, il représente Apollon, selon les anciens.
Donc, c'est quoi le dieu Hermès? C'est le dieu de la connaissance, le dieu de de l'antique, ancienne connaissance, et cette connaissance de correspondance entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est-à-dire la sagesse éternelle, la sagesse qui traverse les âges en fait, et qui dans le signe des poissons pourrait révéler, cette sagesse-là pourrait se révéler sous ses formes les plus cachées en fait, les plus ésotériques, les plus occultes. Le signe des poissons en fait est représenté par de l'eau très profonde. Donc ce sont des communications qui viennent vraiment d'un ailleurs. On parle même de l'eau dans le sens le plus large de point de vue énergétique en fait. Ce que l'eau pourrait représenter sur le plan éthérique, spirituel, etc. C'est de cette eau-là qu'on peut parler avec les poissons. Il ne faut pas raisonner uniquement en termes physiques ou matériels. Il faut voir la vibration en fait et la force, l'esprit vivant qui œuvre derrière la matière. Donc il s'agit ici de les plus grandes profondeurs de sagesse que va puiser Hermès. Vous voyez les choses les plus occultes, les plus cachées. Et dans ce sens, ceci pourrait être bénéfique puisque nous allons connaître, comprendre certains secrets, probablement. Et il y aura beaucoup d'inspiration artistique aussi probablement à ce moment-là, tout simplement puisque la fantaisie travaille, l'imagination, notre imagination travaille. C'est très bon pour écrire par exemple un nouveau Harry Potter ou un nouveau roman fantastique quel qu'il soit, qui pourrait même traiter des extraterrestres ou des forces invisibles, etc. Les poissons, c'est vraiment l'infini. On parle ici d'infini. Donc des communications venues de l'infini ou dirigées vers l'infini. Dans ce sens, un Mercure puissant dans le signe des poissons qui se montre de cette façon-là peut être bénéfique pour tout ce qui est commerce, par exemple, international. Quelque chose qui traverse les bateaux, qui traversent les océans et qui apporte les conteneurs et je ne sais pas, AliExpress qui vous envoie des marchandises de l'autre bout du monde. Etc. Vous voyez, les poissons sont en lien avec ces immenses comment, excusez-moi, le mot m'échappe, cette grande échelle. Vous voyez, les communications à grande échelle est plutôt en verticale qu'à l'horizontale, c'est-à-dire une communication aussi avec le monde spirituel. Donc pour le commerce, pour parler également, les pourparlers, puisque les poissons peuvent donner, Mercure en poisson peut donner aussi des gens qui traitent des relations internationales comme les diplomates ou etc. Surtout en astrologie indienne, on retrouve cette signification de Mercure, par exemple, en maison 12, qui correspond au poisson et qui traite d'un côté bénéfique et positif de cette position. Alors là, c'est au mieux. En fait, je vous dis ce qui pourrait être au mieux. C'est un bon moment aussi pour les traductions, différentes traductions. Beaucoup de traducteurs ont ces combinaisons-là, poisson, maison 12 et Mercure. Donc, peut apparaître dans la vie, pour tout le monde, pour l'humanité, des informations, des
informations, pas une désinformation en un mot, même si c'est aussi possible, mais des informations qui sont d'une telle nature, un peu secrète, cachée, ou un peu traitant de l'humanité entière, et faire la lumière sur certains sujets. Donc ça, c'est vraiment une planète qui peut aider, et un domaine de vie qui peut aider. Maintenant, si on transpose cette influence à nos vies, à nous, petites particules dans le tout, oui, une personne mercurienne peut apparaître dans votre vie et résoudre certains problèmes. Un traducteur, une secrétaire, un livre, vous voyez, des informations qui arrivent à ce moment-là d'une manière aisée. Également, les papiers, les documents peuvent bien comment vous dire, bien se rédiger, ou bien, puisque Mercure est visible à ce moment, peuvent se faire rapidement à ce moment-là. Quand Mercure est visible, généralement, le rythme des communications s'accélère. Et donc, votre téléphone sonne plus souvent, vous avez beaucoup plus de choses à gérer à la fois, l'agenda se remplit, le rythme s'accélère. Voilà, maintenant, alors jusqu'ici, je me suis servi un petit peu de la trame donnée par Philippe. J'ai brodé un peu, il ne faut pas lui en vouloir s'il y a des erreurs, il faut penser qu'elles viennent de moi, pas de lui. Et maintenant, je vais un petit peu élargir et vous dire un peu plus sur la suite de ce mois lunaire, puisque ça, on a parlé jusqu'ici que du début, puisque ça concerne l'année. Mais disons que il y a encore quelque chose qui se superpose à ces influences que j'aimerais bien partager avec vous pour vous avertir, non pas pour faire peur, mais pour avertir, et se servir de l'astrologie comme d'un outil valable et concrètement applicable et utile dans la vie, parce que j'ai remarqué une autre influence simultanée durant ce mois qui peut confirmer ce que je viens de vous dire. Notamment, c'est l'apparition héliaque de Saturne qui aura lieu ce mois-ci, vers la fin du mois lunaire. En fait, pour la France, cette apparition héliaque de Saturne va se produire la veille de la nouvelle lune suivante. Donc il y a du temps pour la France, mais il va commencer à apparaître un peu 1 ou 2 semaines plus tôt pour d'autres pays. Et comme nous sommes tous connectés, nous allons malgré tout ressentir cette influence de Saturne. Donc, si vous voulez, il y a toute une première partie du mois qui arrive jusqu'à la pleine lune qui aura lieu le 6 avril, qui va résumer tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. À partir de la pleine lune, il y aura un petit changement. Ce changement est d'une part l'apparition de Saturne dans le ciel visible, et deuxièmement le changement de signe de Vénus. Vénus va passer du signe du Bélier dans le signe du Taureau sidéral, où elle est exaltée, enfin elle n'est pas exaltée, elle est dans son propre signe qu'elle gouverne, le signe du Taureau. Donc nous pouvons attendre de cette Vénus une certaine douceur, un certain plaisir de la vie, comme à chaque printemps où nous découvrons la joie de vivre qui renaît. Bon, là aussi, je suis désolée, pardonnez-moi,
Mais là aussi, il y a un petit hic, et c'est que Saturne, qui lui, il est dans le signe sidéral du Verseau, va envoyer son carré vers cette Vénus. Il va un petit peu gâcher la fête. Et il faut savoir que Saturne, lui, qui sort de sa conjonction avec le Soleil et qui va devenir visible en tant qu'étoile du matin cette fois-ci, il va se lever à l'horizon Est avant le Soleil, il sera visible dans les heures qui précèdent le lever de Soleil, et il va se montrer dans le 10e degré du Verseau sidéral. Saturne, à ce moment-là, va vraiment montrer sa nature de manière très forte. Et il représente quoi? Il représente le froid. Le froid. Et si jusqu'à présent nous avons eu un Jupiter visible qui représente la chaleur et l'humidité, avec Vénus tous les deux bénéfiques, représentent chaleur et humidité, signe de vie. Ben maintenant, Jupiter disparaît, par contre Saturne devient visible et tout simplement pourrait présager une vague de froid. Une vague de froid pour la France vers la fin du mois. Nous allons voir si ceci est correct et si, en effet, l'apparition héliaque et la disparition héliaque des planètes a une forte influence sur le climat, puisque c'est ce que disaient les anciens. Tout simplement, on observe le ciel et quand une planète apparaît, sa nature se manifeste même dans la nature et dans la météo. Donc avec une apparition de Mercure, nous pouvons nous attendre à une augmentation du vent. Avec la disparition de Jupiter, à une diminution de la chaleur. Avec une apparition de Saturne, à une vague de froid et de sécheresse. Et comme il envoie un carré vers Vénus qui, elle est visible et bien placée, et représente l'humidité, la douceur, l'air qui est moite, comme ça, agréable. Elle est heurtée par ce Saturne. Donc, pourquoi c'est important? Ben, tout simplement parce que nous sommes dans la période des semis, desquels dépend notre récolte, surtout dans l'hémisphère nord. Et je tenais absolument à vous faire part de ces influences, puisque si vous semez vos plantes trop tôt, vous pourrez peut-être avoir une surprise vers la fin du mois d'avril, avec une vague de froid qui pourrait détruire ce que vous avez fait. Donc, moi personnellement, je ne vais pas trop me presser pour planter mes semis. Je vais attendre les saintes glaces, comme on dit en France, au mois de mai, pour avoir une récolte correcte, ou alors espacer les semis, se protéger, avoir une petite serre, prévoir ce genre d'intempéries qui pourraient arriver. Observez avec moi la nature et la météo, le ciel aussi, je vous le recommande vivement. Parce que si vous prenez cette habitude d'observer ces apparitions-disparitions des planètes, vous pouvez en fait faire votre météo vous-même d'une manière très simple. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce mois-ci. Il reste des choses que je n'ai pas dites, mais ça devient trop long. Je vous invite à consulter les liens que je vous donne en description. Il y a mon adresse mail également, où vous pouvez me contacter pour voir ce que ces influences donnent sur votre thème natal. Je donne des consultations et je pourrai vous donner un avis astrologique sur ce qui vous arrive pendant cette période, ce mois-ci et aussi l'année qui suit.
Je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien, profitez de la vie et à bientôt. Merci. Une dernière chose, vous pouvez prier pour la paix de tous les peuples, de toute l'humanité, pour diminuer les effets planétaires, pour qu'on traverse ces périodes de manière plus douce, à des moments forts comme le lever du soleil, midi, le soleil au zénith, le moment de premier Nissan, les principales influences astrologiques, pleine lune, etc., pour aider cette transition vers la nouvelle époque et vers un monde meilleur qui passe par des moments troubles. Voilà. À bientôt.